compléter la réponse brillamment exposée par mon collègue, et en particulier sur le point russe, l'objet qui est le nôtre et qui vous est apparu un peu fortement dans la résolution, ce n'est pas nécessairement de pointer la Russie ou de lui faire des reproches en particulier. C'est simplement un état de fait sur une réalité internationale qui, depuis plusieurs années, a mené les forces russes, en dehors du droit international, à investir un certain nombre de territoires qui n'étaient pas le sien. Et on fait simplement ce constat. Après, on n'est pas là pour distribuer des bons points ou des mauvais points aux uns et aux autres. Et on n'a pas cette prétention-là, mais on rappelle simplement un état de fait. Ensuite, quand M. Chassaigne, qui malheureusement n'est plus là, évoquait l'intervention européenne, comme la force d'intervention européenne comme une force presque dans ces mots néocolonial, c'est absolument pas l'objet de la défense européenne. C'est être simplement conscient du contexte international qui est en train d'évoluer, avec un désengagement américain affirmé depuis un certain nombre d'années, avec des incertitudes qui ont pesé sur l'organisation et la défense collective suite aux propos tenus par le président américain, et donc la nécessité pour les Européens de prendre leur destin en main. Et il faut le dire, si l'alliance avec l'OTAN reste centrale, parce qu'aujourd'hui 21 pays de l'Union européenne en sont membres, parce que la France participe au commandement intégré et qu'elle y occupe un rôle important, ça n'empêche en rien les Européens de prendre eux aussi leur défense et leur protection en main. C'est même une nécessité. On parle effectivement de la nécessité de faire émerger cette culture stratégique européenne commune aux Européens pour être en capacité d'intervenir si nécessité était. Et donc cela est tout à fait complémentaire avec l'OTAN. Et je crois que cette prise de responsabilité des Européens est aujourd'hui nécessaire parce que nous avons pu tous, les uns et les autres, constater notre incapacité à agir sur des situations extrêmement concrètes dans le voisinage immédiat de l'Union européenne ces dernières années. Et on en a payé parfois le prix intérieurement dans les différents États membres. Donc il y a cette nécessité de prendre en compte le réel et d'avancer, parce qu'il existe un certain nombre d'interrogations qui peuvent peser sur l'OTAN, même si l'OTAN reste l'outil de défense collective, mais parce que les Européens aujourd'hui collectivement ne sont pas organisés pour faire face aux risques qui pèsent. Et donc je répondais en disant ça évidemment aux uns et aux autres, mais aussi à Liliana Tanguy. Et effectivement, aujourd'hui, il y a un savoir-faire qu'ont les Européens sur un certain nombre de domaines que l'OTAN n'est pas capable d'avoir. Et donc, il y a cette nécessité de pouvoir avancer collectivement. Sur le Fonds européen de défense et sur la question qui a pu être posée plus largement sur l'industrie, André Chassaigne se faisait le porte-parole de certaines inquiétudes. Déjà, le premier point, c'est qu'il y a une mission d'information qui a été lancée par cette commission des affaires européennes, qui sera menée par Françoise Dumas et Damien Abad, et donc qui réfléchira à toute la structuration industrielle européenne. Mais c'est vrai que des risques pèsent effectivement aujourd'hui sur la capacité des États européens à produire de manière souveraine leur système d'armes, notamment via l'entrée d'investisseurs extra-européens dans les capitaux d'entreprises européennes. Cependant, l'article 7 du projet de règlement relatif au programme européen de développement de l'industrie de défense dispose que les bénéficiaires ne pourront être que des entreprises établies dans l'Union qui sont détenues à plus de 50% et effectivement contrôlées par des États membres et ou des ressortissants d'États membres. Et ce sera enfin le rôle de la Commission européenne d'assurer un contrôle effectif des groupes industriels qui bénéficieront du Fonds européen de défense. Et d'ailleurs, sur ce point, ces deux points sont extrêmement importants. Vous avez pu voir à Munich ce week-end, au moment de la conférence sur la sécurité, une forme de crispation de l'OTAN, notamment qui est peut-être en réaction initiée par certains industriels outre-Atlantique qui, effectivement, se rendent compte que les Européens sont en train de s'organiser pour structurer leur industrie d'armement commune et qu'ils y perçoivent une forme, pas de danger, mais en tout cas une entrée plus difficile sur le continent européen. Donc il y a un certain nombre de garde-fous qui, aujourd'hui, permettront aux groupes industriels européens et non aux groupes extra-européens de bénéficier de ce fonds de défense. Donc voilà, en quelques mots, ce que je voulais dire. Je ne sais pas si tu as quelques... Non. Chers collègues, sur le budget européen, alors le budget de la défense est abondé par les États membres. Et il y a une négociation sur le cadre financier pluriannuel qui s'ouvre.
Il y a d'ailleurs demain à Bruxelles un sommet informel qui touchera d'ailleurs aux questions institutionnelles dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, mais qui entamera aussi la discussion sur la structuration et l'organisation de ce futur cadre financier pluriannuel. Et effectivement, si on veut avoir une ambition européenne sur tous ces sujets-là, il faudra que les États membres y contribuent et que les contributions nationales, si elles ne restent pas équivalentes, éventuellement qu'elles augmentent. Mais ça, c'est un débat politique que les chefs d'État et de gouvernement vont devoir mener et qui sera évidemment difficile dans un contexte budgétaire difficile avec un contributeur net qu'est le Royaume-Uni qui quitte le continent. Et donc, on rentre dans une négociation politique qui va être difficile. Concernant